bato munjana ya yobo ba munikwa nindi bolo mokati se bato munjana ya yobo ke batungeno omune munzie ba imende mona midena ya yobo ndi batungeno omune mundie ba imende mona midena ya yobo Usimananika, emana sonde pola neyo, kebolo mama bene ndio na yayo. Usimananika, emana sonde pola neyo, kebolo mama bene ndio na yayo mundite. Na munikwa, osilingaye, nikande wasima sawano yayo. Ebadibe, wane bolo batangaye. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire sur le multiservice avec pour thème l'école virtuelle, comment ça marche. Alors, je me présente, je suis Christelle Bonga-Épée, en charge du département carrière et performance au sein de la direction des ressources humaines d'Orange Cameroun. Pour parler de cette thématique de l'école virtuelle, aujourd'hui, en ce mercredi 18 août, nous serons accompagnés par des invités de marque que je vais vous présenter tout de suite. Alors, nous allons commencer par Madame Élise Marlise Nkeng. Bonjour. Madame Élise Marlise Keng est professeure des lycées d'enseignement technique. Elle est également le proviseur du lycée technique de Douala-Koumassi. Chevalier de l'Ordre du Mérite et également chevalier de l'Ordre national des Palmes académiques. À côté d'elle, nous aurons Stéphane Ongba. Stéphane Ongba qui est Senior Marketing Manager chez Orange Cameroun au sein de la direction marketing et communication, vous l'aurez deviné. À côté de Stéphane, ou alors à ma droite tout simplement, nous avons le professeur Innocent Fassé. Le professeur Innocent Fassé qui est maître de conférence, mais également coordinateur scientifique du laboratoire de sciences de l'éducation de l'ENSET à Douala. Bonjour. Et pour terminer, le plus important, ou pour ne pas dire en tout cas que c'est le moins important, bien sûr, nous serons accompagnés donc de Yves Djiwo. Yves Djiwo, bonjour. Bonjour. Yves Djiwo est le CEO de Côte Afrique, une agence digitale, de conception digitale, mais également le cofondateur et le président de Two3. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est ça. Ok, très bien, merci. Merci à vous tous d'avoir participé et d'être présents donc pour ce premier webinaire sur le multiservice. Et pour commencer et rentrer directement dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Stéphane. Alors Stéphane, qu'est-ce que le multiservice chez Orange Cameroun ? Quelle est la vision d'Orange sur ce multiservice-là? Et quelque part, quel est l'apport et quel est le bénéfice que le multiservice apporte dans le quotidien des populations camerounaises? Allô? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Alors, avant de commencer, je tenais déjà à remercier tous nos invités aujourd'hui, parce que je pense que c'est une émission qui permettra d'expliquer aussi à nos clients ce qu'Orange, l'ambition vraiment d'Orange. Alors, Orange est un opérateur multiservice. On ne se présente plus comme un opérateur télécom, hein, parce que nous mettons vraiment le client au centre de notre stratégie. Nous souhaitons résoudre les problèmes de nos clients. Donc, au-delà des télécoms standards. Donc, comme moi j'aime être terre à terre, je vais essayer de vous expliquer
je vais chuter sur les multiservices en commençant par quelques preuves, en fait. Il y a 10 ans, Orange a observé dans l'environnement camerounais, plus précisément, qu'il y avait des difficultés pour les commerçants de fonctionner correctement, de faire des transferts quand on voulait contacter sa famille ou aider sa famille pour la rentrée, des choses comme ça. Et Orange a mis en place Orange Money, le mobile money. Donc il y a 10 ans, et je pense que 10 ans plus tard, nous pouvons être tous fiers de ce qui a été réalisé. Je pense que Orange Money aujourd'hui est quelque chose de solide qui contribue vraiment et fortement au bien-être du Camerounais. Ça, c'est la première preuve. La seconde preuve, c'est il y a 2 ans, en 2019, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de coupures d'électricité et on a mis en place Orange Énergie. Parce qu'on s'est dit, dans les clients qui sont dans des zones parfois très reculées, il y a des problèmes d'énergie, et parfois même dans des grandes villes. Voilà. Donc, on a contribué justement à apporter cette joie-là aux clients avec Orange Énergie. Alors, troisième preuve, c'est il y a 1 an, on s'est dit, il y a trop de codes USSD. C'est-à-dire, pour que le client maîtrise les codes USSD, c'est assez compliqué. On a créé MyWay Plus, qui est un produit qui permet au client, avec un simple clic sur son téléphone, de pouvoir souscrire à ses forfaits. Aujourd'hui, nous venons devant vous parler de la e-éducation. Donc, la e-éducation qui est quelque chose, je vais revenir dessus, qui va venir apporter une vraie valeur ajoutée dans l'éducation de cette jeunesse aujourd'hui, qui est l'avenir du Cameroun en fait. Alors, si je dois résumer un peu, donc le multiservice chez Orange, c'est vraiment résoudre les problèmes de nos clients. C'est-à-dire, nous observons ce que nos clients vivent au quotidien et nous essayons d'apporter des solutions dessus. Et le multiservice aujourd'hui est vraiment ce qui guide toute la stratégie d'Orange pour vraiment apporter des solutions à nos clients. Voilà globalement ce que je peux dire. Et la e-éducation aujourd'hui va venir vraiment venir apporter la valeur ajoutée dans un domaine qui est le domaine de l'éducation, avec surtout le contexte Covid qu'il y a eu il y a 2 ans, et il y a 1 an, où on s'est retrouvé quand même avec des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école parce que tout était bloqué. Une obligation vraiment de se digitaliser. Donc, il y a des startups et des entreprises de la place qui ont réfléchi, avec le soutien d'Orange bien sûr, pour mettre en place ce produit que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui va vraiment impacter la vie quotidienne des Camerounais. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci Stéphane pour ce bref aperçu donc de la vision d'Orange Cameroun sur le multiservice. Nous l'aurons retenu, donc on a parlé de l'historique, on va dire de l'évolution des services multiples que Orange met sur le marché, notamment nous allons parler d'Orange Énergie. Nous avons également parlé de MyWay Plus et aujourd'hui de e-éducation et bien d'autres qui arrivent après, qui arriveront dans la suite. Orange Cameroun, à sa suite, se veut véritablement être l'acteur préféré multiservice de tous les Camerounais, des populations africaines et partout où notre marque a implanté, bien entendu. Alors, nous allons peut-être continuer, mais ce que nous devons en plus retenir de cela, c'est bien sûr le fait que Orange Cameroun est véritablement cet acteur de confiance qui va pouvoir accompagner ses utilisateurs, accompagner ses clients et ses abonnés à se rapprocher de ce qui est véritablement essentiel pour eux. Alors aujourd'hui, nous rentrons dans quelque chose de plus essentiel. On a parlé tout à l'heure de l'e-éducation. L'e-éducation, qu'est-ce que c'est ? Actuellement, nous avons donc ce partenariat avec cette entreprise ou cet acteur local qui travaille avec Orange Cameroun dans le développement d'offres d'éducation digitale. Pour ainsi dire, je l'ai présenté tout à l'heure, ce sera donc à Yves Giwo de nous parler un petit peu qui est représenté ici justement cette entreprise 2-3 qui est représentée par Yves Giwo. Yves Giwo, qu'est-ce que déjà 2-3
Et pourquoi ce partenariat avec Orange Cameroun? On va déjà commencer par cette question. D'accord. Alors, merci à vous en fait pour la question. Alors, pour parler de Tutri, je pense qu'il est important d'abord de comprendre en fait le pourquoi. C'est-à-dire que quelle est l'origine de l'idée, qu'est-ce qui nous a amené, donc il y a maintenant 6 ans, donc à réfléchir à quelle est la solution, c'est-à-dire que quelle est l'origine de l'idée. Alors, je vais être très clair. Comment ça s'est passé? Alors, pour bien comprendre, je crois que c'est un problème que tout le monde a vécu dans sa scolarité, c'est-à-dire que le fameux phénomène, lorsqu'un enseignant, pendant son cours, pose la question de savoir qui a compris son cours. Voilà. Il va effectivement demander aux élèves dans la salle de classe de lever la main. Alors l'objectif ici pour l'enseignant, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait déceler la difficulté et de pouvoir en fait apporter une réponse directe. Mais quel est en fait le regard? Qu'est-ce que les apprenants font chaque fois? Personne ne réagit. Alors pourquoi? Donc c'est dans ce pourquoi-là. Donc Tutri s'est placé effectivement donc dans le fait que l'apprenant ne puisse pas s'exprimer devant ses camarades. Alors il y a diverses raisons. Chaque fois on nous dit voilà le regard des autres. J'ai peur effectivement donc de poser une question qui paraît stupide. Donc c'est autant de difficultés qui font que les enfants, les apprenants gardent des lacunes en eux. Et ces lacunes-là automatiquement vont se repercuter tout au long de leur cycle académique. Voilà d'abord l'origine. Alors donc pour ça Tutri, il fallait clairement donc pouvoir donner un moyen à l'apprenant de pouvoir s'exprimer. Dans la même salle de classe, faire en sorte que l'enseignant ait l'information sur le niveau de compréhension de son cours, mais que l'apprenant puisse le faire en toute liberté. Donc c'est de là qu'est partie d'abord la première classe de salle virtuelle où l'enseignant pouvait effectivement donc suivre sa salle de classe et l'apprenant déclarer ses difficultés de manière anonyme ou non, tout en bénéficiant de l'entraide effectivement donc des élèves, de ses camarades de classe. Donc partant de là, en 2015, on est donc remonté à l'essentiel de l'apprenant. Quels sont les acteurs et les ressources qui vont permettre clairement de pouvoir se connecter autour de lui, afin que Tutri mesure effectivement donc son niveau de compréhension et par ricochet à l'école le degré de performance en fait des enseignements. Voilà en réalité l'origine de Tutri et aujourd'hui où on en est. Alors, la deuxième question était de savoir en réalité quel est l'apport effectivement d'Orange aujourd'hui dans ce partenariat. Alors je dirais qu'il est stratégique et je dirais même qu'il tombe à point. Nous sommes en Afrique et généralement, lorsqu'on parle de digital, on parle de fracture numérique. Il y a des appréhensions, le coût des data, l'accessibilité, qui est toujours un problème majeur. Et aussi, surtout, l'égalité. Parce que on dira, voilà, lorsqu'on parle du numérique, tout le monde ne peut pas y accéder. Et je pense que justement aujourd'hui, le partenariat Orange va venir résoudre ce problème fondamental, qui sera sûrement donc de déployer toutes les mécaniques pour que déjà les apprenants et la communauté éducative donc aient un accès du moins facilité, à moindre coût, afin que justement tout le monde, ou du moins une grande majorité d'apprenants puissent bénéficier donc des avantages que offre effectivement donc la continuité de l'école, ou du moins le support de l'école qu'apporte le digital, à travers effectivement donc les programmes qu'on va construire après, qu'on a construit effectivement donc actuellement, qu'on verra par la suite. D'accord, très bien. Merci Yves. Donc, Tutri, c'est une réponse aux problématiques que rencontrent les enseignants, mais également l'apprenant, l'élève, l'étudiant. On verra par la suite à qui il est adressé. Et ensuite, c'est également un partenariat stratégique avec Orange qui vient à point nommé vous accompagner justement donc sur cette problématique spécifique. Facture numérique. Très bien. Alors, une fois que nous avons dit cela, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. On parle d'école virtuelle. Qu'est-ce que l'école virtuelle? Qui peut bénéficier de l'école virtuelle aujourd'hui au Cameroun? Alors, lorsqu'on parle de l'école virtuelle, je pense que tout le monde visualise en réalité la récréation, en fait, c'est-à-dire qu'on a recréé l'école virtuellement dans une atmosphère, effectivement dans un univers. Alors, je dirais que c'est un peu ça, mais je vais être un peu plus explicatif à ce niveau-là. Alors, déjà, pour pouvoir en fait émerger, créer des salles de classe virtuelles pour que l'apprenant, comme je l'ai dit tantôt, en fait, puisse s'exprimer de manière justement donc anonyme dans la salle de classe, il fallait automatiquement donc recréer l'école avec ses composantes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc recréé l'école telle qu'il est, c'est-à-dire que associer l'enseignant en lui donnant effectivement donc un canal d'information
et des outils qui lui permettent d'échanger avec sa salle de classe. D'accord ? En allant que créer des interfaces et effectivement donc tous des systèmes d'administration qui permettent à l'école de pouvoir visualiser comme ça l'ensemble des interactions, le niveau de progression en fait des différentes matières au niveau des responsables d'établissement, c'est-à-dire que c'est un peu un outil en fait d'aide à la décision, d'accord ? Et le plus important, le parent. Il fallait en fait inclure le parent donc dans l'accompagnement quotidien, le suivi de son enfant. Traditionnellement, le parent en fait a un moyen pour pouvoir être en contact avec l'école, le carnet de liaison. Alors, mais il n'est pas suffisant parce que en réalité, il ne fait que relever par exemple soit des problèmes disciplinaires, soit effectivement donc des informations, des orientations. Mais en réalité, les difficultés de l'enfant qui est fondamentale, sa motivation dans une matière, sa relation, sa vie effectivement éducative n'est pas effectivement perçue. Et donc pour ça, donc si le parent n'a pas cette information, ou du moins n'est pas proche de l'école et proche de l'enfant en tout temps, on ne peut donc pas effectivement dire qu'on l'accompagne de manière effectivement donc efficace. D'accord ? Donc l'école virtuelle aujourd'hui, c'est une idéologie, mais en réalité c'est la reproduction, ou du moins très rapprochée de l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez des bâtiments, vous avez des salles de classe, vous avez effectivement donc tout le matériel infrastructurel. On refait la même chose en connectant tous les mêmes acteurs, mais en leur donnant effectivement des informations avec plus de célérité. C'est de ça qu'il s'agit, clairement. Et surtout, la possibilité de pouvoir anticiper donc les difficultés, l'échec d'un enfant avec les métriques. Donc ça veut dire que des données palpables et viables qui proviennent directement de l'apprenant. Voilà en fait la transmission. Donc ce n'est pas en réalité la fin de l'école physique, tel qu'on le dit, parce qu'il faut, c'est important de le dire, parce qu'il y a souvent effectivement des amalgames à ce niveau-là. C'est plutôt un outil, ou du moins en fait un écosystème qui va venir aider l'école à être plus performante. Je peux faire effectivement... Donc c'est tout à fait complémentaire exactement. avec ce qui est fait aujourd'hui. Exactement. D'accord. Alors, qui peut bénéficier donc justement donc de cette école virtuelle? Alors, donc pour les parents qui nous regardent aujourd'hui, oui. Pour les élèves ou les étudiants qui nous regardent, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Tout à fait. Alors, je dirais que toute la communauté éducative est concernée. Le parent, l'enseignant, les administrations, les organismes gouvernementaux ou non, qu'ils soient élèves, qu'ils soient étudiants, et même effectivement donc au niveau primaire. Donc c'est toute la communauté éducative. Et d'ailleurs vous aussi les acteurs. La preuve, on est là aujourd'hui. Voyez ? Donc dans la conception de ce projet, il s'agissait en fait d'être un agrégateur de solutions. Toutri effectivement s'est positionné comme un agrégateur de solutions. C'est d'ailleurs là la particularité. Pour pouvoir travailler avec tous les acteurs de la communauté éducative, les meilleurs, afin que l'enfant effectivement ait tout autour de lui pour pouvoir en fait bien progresser. Donc c'est justement donc fait pour tout le monde. Maintenant, l'apprenant étant au centre, là ici on parlera maintenant peut-être d'inégalité. On se dira voilà, est-ce qu'un apprenant qui n'a pas forcément en fait un bon niveau social, économique peut y accéder? C'est ça en fait la réelle question. Je pense que on va travailler effectivement dans ce sens-là et on travaille depuis des années afin que ce soit le cas. Et avec Orange, je pense aussi qu'on va pouvoir en fait démocratiser de fur et à mesure en fait cette problématique. Voilà. Alors merci Yves donc pour cet exposé. Je voudrais également encore poser une question concrètement. Par exemple, l'enfant, je dis le parent lambda qui a son enfant de 8 ans, de 9 ans, qui fait à peu près à cet âge-là, on doit être en CE2, CM1, dans une école de la place, qui voudrait effectivement souscrire à l'un de ces produits, un de ces programmes. Concrètement, une fois, on va parler de l'accès à ces programmes-là, mais concrètement, comment est-ce que son enfant est suivi au quotidien? Alors, ça va dépendre des programmes. Mais étant donné qu'on est parti en fait du socle, c'est-à-dire l'école, dans laquelle il passe la majeure partie de son temps, c'est-à-dire que pendant tout son cycle d'apprentissage, on a créé effectivement le programme Toutri School. C'est-à-dire que là, une école qui est effectivement donc connectée à Toutri donne déjà la possibilité à tous les acteurs directs de pouvoir en fait bénéficier de toute l'information et de manière effectivement transversale. C'est la première chose. Maintenant, on ne s'est pas limité à ce niveau. Il fallait donc autour de l'école et autour de l'apprenant créer des programmes. Déjà un programme en fait qu'on a appelé le sujet pédagogique qui va venir aider
donc le parent au quotidien qui, lui, va travailler pour payer les factures, qui rentre tard, qui est fatigué et qui, malgré la volonté, ne peut pas toujours suivre efficacement en fait, au quotidien son enfant. Donc ça veut dire que là, on vient l'aider à ce niveau-là. Vous n'avez pas le temps, confiez votre enfant à Toutri et ensemble, effectivement, donc on va l'organiser et vous permettre effectivement de pouvoir le suivre. La deuxième des choses, je veux parler ici en réalité de quelque chose de très classique qu'on appelle les répétitions, mais en réalité quand on dit cours de soutien, qui est très connu. Donc avec Toutri, donc on l'a enrichi de compétences. On ne s'est pas limité simplement à proposer en fait une remise à niveau de l'enfant, mais aussi, surtout, on l'a dit, ok, compte tenu des difficultés au changement et de la conduite au changement des TIC, qu'on voit effectivement donc actuellement, donc qui sont différemment donc les différentes barrières et les lacunes environnantes, il fallait plus que nos enfants se retrouvent effectivement donc dans ces mêmes travers. Donc forcément, on a donc enrichi donc le coaching pédagogique avec l'initiation aux outils effectivement numériques. C'est-à-dire que l'enfant ici ne fait pas des formations d'outils de bureautique ou d'initiation aux connaissances effectivement d'un ordinateur ou d'outils en fait de travail collaboratif. Il travaille avec. Donc forcément gagne ses compétences naturellement. Voilà. Donc ces programmes sont donc faits pour accompagner l'école pour qu'elle soit toujours plus performante. Parce que si on travaille bien avec l'enfant à la maison et qu'il est exercé, bien suivi, forcément les écoles auront donc forcément un meilleur niveau aussi. Donc c'est des programmes d'accompagnement autour de l'école. Très bien. Mais Orange également, en tant qu'entreprise responsable, vous avez parlé tout à l'heure, bon, qui parle de e-éducation parle forcément de digitalisation de l'éducation, et qui parle de digitalisation parle forcément aussi de la question du contrôle. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de la question de contrôle? Comment est-ce que Toutri prend en charge cette problématique-là pour les parents et pour les apprenants, enfin les parents, les apprenants et puis toute la communauté justement qui assiste l'apprenant? Très bien, très bien. Et je pense que c'est une question fondamentale, étant donné que chaque parent se dit, aujourd'hui, avec les travers qu'on peut voir à travers les médias sociaux, l'enfant, on a la crainte. Est-ce que si on l'achète un smartphone ou une tablette où il a accès librement à un PC, est-ce qu'il ne va pas effectivement donc faire face à du contenu qui n'est pas approprié ou du moins qui n'est pas effectivement donc contrôlé? C'est la grande question des parents. Alors je pense que, et c'est donc là, c'est merveilleux parce que le digital aujourd'hui nous permet de pouvoir le contrôler aisément. Alors le contrôler ne veut pas dire forcément bloquer, parce que l'enfant doit pouvoir de lui-même être autonome dans les recherches et faire face à cet outil, mais je pense que c'est l'éducation de comment utiliser et dans quel temps. Je pense que c'est ça la question en fait et qui est fondamentalement. Alors le digital en fait le résout très évidemment. On peut aujourd'hui clairement un parent qui est au travail comme actuellement pouvoir suivre en fait le contrôle d'utilisation de son enfant à distance. Ça se fait et c'est très facile. Donc le week-end on dit voilà je te donne un peu plus d'accessibilité sur tel aspect pour que tu puisses effectivement donc soit chercher ou aussi en fait te distraire. Donc c'est un problème qui est résolu et dans tous les programmes Toutri, notamment ceux qui sont effectivement donc à la maison, c'est automatiquement intégré. Que ce soit le suivi pédagogique, le coaching, on le fait systématiquement, bien entendu en fonction de l'âge, et de telle sorte que les parents justement donc partent rassurés et puis savoir que les enfants vont travailler avec ces outils en toute sécurité. C'est extrêmement important. Donc ça fait partie de nos politiques. Et je pense que naturellement aujourd'hui, il y a des parents qui sont en fait tête de profession qui savent l'utiliser, mais il y a une bonne partie en fait qui ne savaient pas. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir le dire qu'ils n'ont plus de crainte à avoir, ce problème est résolu. Super. Merci Yves donc pour ces éléments de langage concernant bien sûr la proposition que Toutri fait, je vais dire à la communauté pas estudiantine, mais la communauté éducative. Effectivement, donc si on doit retenir quelque chose, c'est que c'est véritablement vous, parents, qui n'avez pas forcément le temps de vous occuper de vos enfants et qui vous avez besoin quand même d'un suivi qui puisse vous permettre en tout cas de suivre effectivement cet enfant-là avec une valeur ajoutée qui est celle de la détection des échecs ou alors des probabilités d'échec de l'enfant, ce qui peut être justement tout à fait important pour chacun d'entre nous, en tout cas chaque parent ou chaque apprenant qui se trouve derrière cette caméra. Alors nous allons continuer avec le professeur Innocent Fassé. Le professeur Innocent Fassé est, je vais le rappeler, maître de conférence, mais également coordonnateur scientifique du laboratoire donc des sciences de l'éducation.
Alors la question qui vous est posée est de savoir aujourd'hui quels sont les enjeux du développement donc de ces solutions d'école virtuelle, notamment tout ce qui a trait à la digitalisation avec le contexte ambiant. Nous le savons avec la crise sanitaire qui a lieu aujourd'hui, mais également le contexte social qui est le nôtre au Cameroun. Merci beaucoup. Je commencerai par exprimer tout le plaisir que j'ai d'être sur ce plateau chez Orange Cameroun. Et je suis très honoré de cette opportunité que nous avons aujourd'hui d'aborder une question très très cruciale dans le domaine de l'éducation. Et je suis très content d'être aussi en compagnie de Madame le Proviseur, qui est chevronnée dans ce domaine. En fait, nous sommes en train de toucher aujourd'hui l'école d'aujourd'hui et l'école de demain. Et c'est très très important parce qu'il y a un changement qui était un peu latent, mais qui a été précipité par la pandémie du Covid-19. Et ça nous a pris un peu de coup dans le système éducatif, mais fort heureusement, avec des solutions que vous propose Toutri et Orange. Et je pense qu'il y aura possibilité pour nous de rattraper un certain nombre de choses. Mais avant, il faut déjà comprendre, on part d'où? L'éducation, de manière classique, c'est fait sur un triangle qu'on appelle vulgairement le triangle didactique. Donc on a un enseignant, on a la matière et on a l'élève. L'enseignant, il doit transformer la matière, il doit faire en sorte que l'élève s'approprie cette matière, la reçoive, et ensuite l'élève doit transformer cette matière reçue en compétences pour exercer dans la vie. Et alors, ce triangle didactique doit se dérouler dans son fonctionnement, dans ce qu'on appelle une situation didactique. Et une situation didactique, c'est un espace didactique, donc une salle de classe. Et des rapports entre les acteurs, donc rapport entre l'enseignant et la matière, à travers des outils, ça peut être les livres, le rapport entre l'enseignant et l'élève, dans la transmission, dans la pédagogie, le rapport entre l'élève et l'enseignant, le rapport entre l'élève et la matière. Donc, la situation didactique impose donc un espace commun. Et ces transactions-là doivent se faire simultanément, en même temps. Donc ça, c'est l'école classique. Et il faut bien comprendre un certain nombre de choses. L'enseignant n'est pas là que pour transformer la matière pour que l'élève la reçoive. L'enseignant, c'est un coach motivationnel. Donc il doit pouvoir motiver, détecter les démotivés et les motiver. Donc c'est un coach psychologique ou, si vous voulez, un coach motivationnel. L'enseignant, c'est aussi un gendarme. Il doit pouvoir contrôler, mettre de l'ordre dans cet espace-là où se déroule la situation didactique. Et donc, vous voyez qu'il a trois rôles. Il doit avoir le savoir, il doit avoir le savoir-faire et le savoir-être. Et le savoir-faire-être. Alors, ça se déroulait donc dans l'école classique, dans les 4 murs, dans un établissement scolaire, avec une administration scolaire. Alors, puis, vint à un moment donné, l'idée que mais tout le monde ne peut pas être à l'école. Il y a des gens qui peuvent être éloignés d'un point où se déroule l'école, mais ont besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'école à distance. Alors, on concevait, on saisissait des cours, on les imprimait, on envoyait par poste à des personnes qui étaient en dehors du socle classique de l'école. Ils lisaient les cours et puis on leur envoyait les examens qu'ils faisaient, et puis ils renvoyaient, et puis c'était noté. On appelait ça la formation à distance. Et puis on a évolué, et ça a continué avec la formation continue. J'ai commencé à travailler, mais je me rends compte que j'ai encore des lacunes. Alors, la formation à distance m'aide. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on a vu que non. Même quand je suis dans la situation classique, traditionnelle d'apprentissage, il peut arriver que l'enseignant, soit par faute de temps, ou même faute de compétences, ne me donne pas tout à moi en tant qu'élève. Et alors, il faut faire en sorte qu'une fois à la maison, l'élève puisse continuer d'apprendre. Et ça ne doit plus être tout simplement pour ceux qui ne pouvaient pas accéder à l'école, mais pour ceux qui sont déjà à l'école, comme l'a dit tout à l'heure le partenaire de Toutri, qui a bien expliqué qu'il doit avoir une continuité d'apprentissage. Donc, alors, jusque-là, c'était tout simplement des parents qui avaient des moyens peut-être de s'offrir un smartphone ou bien d'avoir une connexion Internet qui pouvaient aller dans des moteurs de recherche, chercher des informations supplémentaires pour les enfants, ceux qui pouvaient aller avoir Google, ainsi de suite. Et puis c'était comme ça, c'était un peu quelque chose de marginal, réservé à des happy few, comme on dit en anglais, une population plutôt très aisée. Et ça continuait comme ça, et puis par la suite, dans le monde occidental, l'école à distance a évolué très rapidement dans les années 2010-2012. On a vu venir ce qu'on appelle les MOOC, Massive Open Online Courses, c'est-à-dire qu'on se dit aujourd'hui on peut pouvoir donner l'éducation à une masse qui ne peut même pas être contenue dans une seule salle de classe.
Donc, alors, on met l'information, les connaissances à disposition de plusieurs personnes. Et ces personnes peuvent avoir accès à ces connaissances à tout moment, à tout temps, mais à un moment donné, vont peut-être passer des examens s'ils veulent avoir des certificats. Et puis, ça continue comme ça, toujours quelque chose de marginal. Mais subitement vient la pandémie qui vient secouer l'école traditionnelle. L'espace où se déroulait la situation didactique décrite tout à l'heure est mise à mal. L'enseignant et l'élève ne peuvent plus se retrouver dans un espace commun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut trouver des solutions pour que l'école puisse se faire en dehors du socle classique. C'est donc à ce moment-là qu'il faut rapidement démocratiser, rendre accessible l'école, les solutions numériques de l'école, pour que ce qui devait se faire à distance de manière marginale puisse se faire dans le temps normal d'apprentissage. Et c'est à ce moment-là où les écoles étaient fermées, Madame le Président doit s'en souvenir, il fallait donc continuer l'apprentissage. Et là, ça donc pose un certain nombre de problèmes. Quand vous parlez d'enjeux, alors, il faut savoir que la transposition didactique, c'est-à-dire manipuler la connaissance pour que l'enfant puisse la comprendre, tel que ça se fait à destination d'une salle de classe, c'est différent lorsqu'on doit la faire à destination d'une plateforme de formation numérique. Parce que pendant que l'enfant apprend, moi je ne suis pas là. Moi l'enseignant, je ne suis pas là pour répondre à ces questions, pour détecter même qu'il ne suit pas, qu'il est distrait, ou qu'il est fâché, ou qu'il est énervé, ou qu'il pleure. Je ne suis pas là. Donc comment faire en sorte que le savoir qu'on met à la disposition de l'enfant à la maison, qu'il puisse le consommer avec la même aisance que lorsqu'il le fait lorsqu'un enseignant est là. Alors comment transposer un enseignant dans le virtuel? Voilà donc les grosses problématiques. Alors pour ce faire, l'enseignant devrait pouvoir adapter ses cours. Nous savons que l'être humain est résistant au changement. Il doit être accompagné pour adapter ses cours à ce nouveau modèle d'enseignement. Ensuite, il doit pouvoir être accompagné pour pouvoir utiliser les outils de transposition de ses connaissances vers le numérique. Il ne suffit pas de dire qu'il faut faire numériser les cours, il faut faire ceci, mais est-ce que l'enseignant est capable de le faire? Il faut l'accompagner. Une fois qu'on a accompagné l'enseignant, il a adapté ses cours, il les a mis en ligne ou mis dans une plateforme, il faut encore que l'élève aussi puisse être accompagné à s'approprier de l'outil qui va être utilisé pour avoir accès à ces cours-là. Par exemple, notamment un smartphone. On n'a pas me dit quand même qu'un enfant qui est au Mora, en Glemeduka ou dans une brousse là, qui voit encore le téléphone comme quelque chose de très 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 extraordinaire, va passer subitement d'un téléphone purement analogique à un smartphone. Donc il faut encore maintenant pouvoir faire en sorte que l'élève puisse avoir accès à la technologie qui facilite ce nouvel apprentissage qui est l'apprentissage virtuel. Alors, une fois même qu'il a acheté son smartphone, bien le parent l'a fait, il faut encore maintenant qu'il y ait l'énergie, le juste qu'on appelle l'Internet, la connexion Internet. Je peux avoir mon smartphone, mon enseignant peut avoir transposé ses cours, les avoir rendus accessibles numériquement, avec tous les éléments qu'il faut, mais il me faut la connexion Internet pour pouvoir télécharger ces cours, ou bien pouvoir me connecter à la plateforme pour pouvoir avoir accès à ces cours-là. Ensuite, et comme je le disais, la pédagogie a évolué. Aujourd'hui, on parle d'approche par compétence, il faut développer des savoir-faire. On a aussi noté que, avec des théories comme le socio-constructif, on voit que les enfants apprennent aussi beaucoup entre eux. Ce n'est pas simplement de l'enseignant à l'apprenant, c'est l'enseignant à l'apprenant, mais de l'apprenant entre eux. Comment faciliter donc l'échange entre les enfants, chacun étant désormais chez lui à la maison? Ils ne sont plus dans un espace commun. Alors, les plateformes ont évolué aussi pour pouvoir associer aux plateformes numériques traditionnelles des réseaux sociaux permettant l'échange entre les élèves. Alors, et les apprenants. Pour on dit élèves, ça exclut les étudiants, les apprenants en général. Alors, donc, vous voyez, madame, aujourd'hui, il est question pour les acteurs, les différents acteurs du système éducatif, de pouvoir changer d'approche, de mentalité et d'habitude, pour pouvoir puiser tout ce qui est à puiser dans les TIS, ce qu'on appelle les TIS, des technologies d'information et de la communication pour l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur la Covid. Peut-être qu'il y aura pire que la Covid demain, je ne le souhaite pas, mais même en dehors de la Covid, on se rend compte que pour tenir dans le monde actuel, on a tellement besoin de connaissances que l'école classique seule ne peut pas les apporter à nos enfants. Donc, Covid ou pas, on aura besoin de l'école virtuelle. Et il est donc temps qu'on accompagne les acteurs, parents, enseignants, élèves, à pouvoir s'arrimer à cette nouvelle donne, à cette nouvelle école qui est en fait l'école qui va rester. Et parce que cette école-là permet aujourd'hui aux enfants, aux parents, de pouvoir supplémenter, compléter les lacunes de l'école traditionnelle à laquelle nous sommes tous habitués ou alors avons été habitués. Donc voilà un peu comment je peux situer les enjeux de l'école virtuelle aujourd'hui
dans notre pays et partout ailleurs. Ce n'est pas une question du Cameroun, c'est une question de l'ensemble de l'humanité actuelle, mais ça pose davantage d'acuité avec un peu plus d'acuité selon les défis structurels qu'un pays a, les défis logistiques, les défis économiques, les défis même pédagogiques. Parce que je peux vous dire que moi j'ai été à un séminaire en 2014 organisé par l'AUF sur les MOOC, MOOC, c'est-à-dire les Massive Open Online Courses. Mais ça nous a quand même pris 10 jours pour que nous, les enseignants universitaires, on puisse et on n'était qu'une vingtaine parmi des milliers d'enseignants d'université qu'on a au Cameroun, pour ne prendre que ce cas-là, qu'on puisse faire comprendre comment fonctionne une plateforme de formation, comment transformer des cours, les adapter à une plateforme de formation, et comment faire suivre ces cours-là par des apprenants et comment les suivre. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire pour accompagner ce changement-là. On ne peut être que très heureux de voir des jeunes comme ceux qui sont à Toutri et qui sont en train d'apporter des solutions très innovantes. Et évidemment, on encourage le partenaire Orange à démocratiser surtout l'accès. Quand nous allons faire ce que nous allons faire au niveau pédagogique, il faudra que l'accès soit démocratisé. Et on espère que s'il a accepté d'accompagner Toutri, c'est qu'il sait qu'il doit faire quelque chose. En tout cas, il y a la RSE, la Société des entreprises, Orange, à baisser encore davantage les coûts. Sinon, ça va rester de l'école pour Yaoundé, pour Douala, Bafoussam, Garoua, donc pour les riches. Alors qu'une politique éducative, Madame le Président nous dira, elle est faite pour tout le monde, pour toutes les couches. Et donc, vraiment, voilà, planter, pour moi, les enjeux de la formation virtuelle dans notre pays aujourd'hui. D'accord. Merci, professeur Fassé. Donc, la nécessité déjà dans le contexte dans lequel nous sommes, un contexte de, je ne sais pas si je dois dire libéralisation ou démocratisation de l'apprentissage, oui. Mais surtout un contexte en tout cas où tout va très vite, ouais. Où les nouvelles technologies se inventent et se réinventent tous les jours. Il est important pour non seulement l'apprenant, mais aussi, comme vous l'avez dit, pour l'enseignant, oui. De pouvoir donc s'arrimer à ce système-là et évoluer. Et bien comme sûr. On le sait, le changement n'est pas facile. C'est-à-dire que ce soit, on le voit en entreprise, on le voit, dans la société. Changer c'est pas donné. Donc, moi j'ai envie de poser une question. Quels sont, oui. Vous, les éléments que vous pourrez mettre en jeu, c'est-à-dire pour pouvoir inciter les enseignants comme vous, ou les étudiants qui nous écoutent, les élèves, en fait, à changer justement leur mindset et à comprendre véritablement que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut plus éviter. Ça devient une nécessité aujourd'hui. Pour vous, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait appuyer pour favoriser justement donc, ce pas vers le changement dans cette communauté éducative? Ok, c'est une question pertinente parce que c'est là tout l'enjeu. Mais l'être humain, peu importe les races, il est le même. Il y a deux types de motivation pour nous pousser à agir. La motivation intrinsèque, ça veut dire moi-même, je découvre l'utilité à agir, par moi-même, qui est la motivation la plus profonde, la plus durable, et la motivation extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur. À savoir, de l'extérieur, on me motive, on me stimule à me rendre compte que l'action que je vais poser va m'être utile. Il faut jouer sur les deux leviers. Un enseignant, vous savez, parfois quand on le dit, il faut utiliser, madame le professeur va certainement nous dire, quand c'est une autre outil, il faut faire ceci pour que les enfants puissent continuer à étudier à la maison. On nous paye pour enseigner au lycée, on ne nous a pas payé pour aller enseigner à la maison, évidemment, ensuite, parce qu'ils ne voient pas. Mais s'il se rendait compte, l'enseignant, là, que le numérique vient plutôt l'aider, à savoir que si j'ai expliqué en classe, et juste 30 ou 40% de mes étudiants ont compris, ou de mes élèves ont compris, et qu'avec une plateforme ou alors une application, ou peu importe comment on l'appellera, à la maison, ces jeunes-là pourront passer de 40% de compréhension à 80% de compréhension. Mais à la fin de l'année, on va voir mes résultats exploser. Et c'est moi qui vais recevoir des lettres de félicitations. Donc, en fait, si on voit le numérique éducatif aujourd'hui comme un atout pour l'enseignant, un facilitateur pour l'atteinte de mes objectifs pédagogiques, alors je vais tout simplement me rendre compte qu'il me le faut. Évidemment, il faut un accompagnement logistique. On va dire, l'être humain est quand même assez compliqué. On lui dit, il faut utiliser un smartphone, il faut qu'on en achète. Et là, c'est compliqué. L'État ne peut pas toujours avoir les moyens de le faire. Mais s'il se rend compte que oui, si j'ai déjà le mien, on lui a donné une connexion à l'école,
par exemple gratuitement, je le suppose, et il peut s'en servir et qu'il voit que les élèves vont davantage comprendre, ça devrait marcher. Maintenant, au niveau des élèves, mis à part le suivi parental dont a parlé le partenaire de Tutri, et j'ai bien été très très content qu'il évoque cela parce que c'est important, mis à part le contrôle parental, autant qu'il peut être fait, si le parent se rend compte que si j'adhère à la politique du numérique, alors ça me permet en fait d'assurer mon contrôle parental ou alors mon apport parental tout en étant dans mon lieu de travail, alors tout de suite il devrait pouvoir adhérer. Et l'élève aussi, s'il se rend compte que, mais si je n'ai pas bien compris ce que mon prof a dit, parce que le style de mon prof ne correspond pas à mon style d'apprenant, et que je peux, à travers Internet, avoir accès aux cours de l'élève d'un autre lycée, avoir une autre approche de son enseignant, ou discuter avec l'élève d'un autre lycée, je vais donc apprendre davantage, alors ça devrait aller. Ça veut dire quoi? Pour tout cela, il faut sensibiliser. Il faut éduquer et accompagner et stimuler. Et il ne faut pas simplement, là je m'adresse à Madame le professeur, avoir le bâton, il faut avoir le bâton et la carotte. Et à un moment donné, lorsque les enseignants vont comprendre que c'est dans leur enjeu, à leur avantage, ils vont tout de suite aller. Moi j'ai raconté tout à l'heure en off l'expérience que j'ai vécue récemment, j'étais à Dubaï, je faisais un cours dans une salle où j'avais des Français, des Camerounais et des Chinois qui faisaient le même cours au même moment. Alors s'il me fallait me déplacer, aller en France faire le cours au Cameroun, aller en Chine faire le cours économique c'est quoi? Le coût en temps c'est quoi? Le coût en énergie c'est quoi? Mais tout cela a été réuni grâce aux plateformes. On a fait ça en une seule fois. Et en temps là, les étudiants m'ont dit, ah oui, il y a un cours qu'on n'avait pas terminé quand je partais. Et on a précipité les examens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, on s'est connecté. On a créé un groupe WhatsApp. J'ai continué le cours tout en étant là-bas, en enseignant ici. En fait, si on a compris, on va adhérer. Très souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on n'adhère pas. Merci, professeur Fassé. Alors, nous allons continuer. Donc, si on doit comprendre deux mots que je retiens, sensibilisation, accompagnement. Très bien. Alors, Madame Keng, vous êtes proviseure donc, du lycée technique donc, de Douala Koumassi, un lycée qui a aujourd'hui un peu plus de 90 ans d'âge ou d'existence. Et vous avez eu l'opportunité dans votre parcours d'expérimenter en fait une des solutions d'école virtuelle de Tutri. Alors, quels sont pour vous les bénéfices? Déjà, d'où est parti le besoin donc de cette solution-là et quels ont été les bénéfices pour vous dans votre établissement, dans notre contexte bien sûr socio-culturel? Merci, madame, de m'avoir posé toutes ces questions. Mais il va falloir que je vous raconte comment j'ai été entrée en contact avec Tutri. Très bien. On me nomme en septembre 2019. Tutri vient me rencontrer et me parle de l'opérateur est venu me rencontrer et me parle de son programme. J'avais négligé. J'ai balayé je les ai chassés tout d'un coup. Et en mars 2020, on va en confinement. Le ministre des Enseignements secondaires voudrait que les enfants restent en contact avec les enseignements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le délégué régional des enseignements secondaires organise une réunion et appelle tous les chef d'établissement et nous parle de ce problème-là. Les enfants sont dans les maisons et il faut qu'ils restent en contact avec les enseignements, les révisions et autres. Il faut maintenant que chacun fasse quelque chose pour que ce projet se réalise. Plusieurs opérateurs s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le délégué était ferme. Il fallait faire quelque chose. En compagnie du délégué départemental des enseignements secondaires, ils ont créé un forum. Chaque jour, après 2 jours, il fallait envoyer des taux de participation de ce cours-là. Moi, je n'avais pas encore, je ne trouvais personne. Et un soir comme ça, mon ami m'appelle. Il me dit, à Liberman, il y a Tutri. Voilà donc que je me réveille. Et je dis, ah oui, Tutri. Si Liberman
travaille avec Toutri, ça veut dire que comme Liberman fait des résultats, ça veut dire que Toutri est performant. Alors, j'appelle donc. Ils sont revenus, je les ai retenus. Voilà comment on s'est rencontrés, grâce au ministère des enseignements secondaires. Alors, quels sont les bénéfices? C'est la question que vous me posez. On entre donc en contact avec Toutri. Ça n'a pas été facile. À l'époque, les enseignants étaient rentrés au village. Il fallait les former. Et je vous assure, l'enseignant, il y en avait, il fait témoigner, hein, il y en avait qui n'avaient même pas de téléphone Android. Et il fallait faire quelque chose pour que les enfants... Le ministre parlait des révisions, parce que les dates des examens approchaient. Et il ne fallait pas que le Cameroun rate ces examens-là. Et il fallait que les enfants affrontent les examens très bien. Alors, nous nous sommes roulés par terre pour que ça démarre. Toutri est venu au lycée et a organisé les formations. Et c'était par département, je vous assure. Chaque fois qu'il finissait la formation, il montait, parce que mon bureau est en haut. Il me disait, madame, oh, les enseignants, parce qu'on avait trop de difficultés pour les mettre sur les rails, pour les amener à comprendre ce qu'il faut et ce qu'on doit faire. Ce n'était pas facile. L'enseignant n'avait pas de portable déjà. Et il y en avait qui avaient des portables Android et qui ne savaient pas utiliser. Ça va pris beaucoup de temps. Et entre-temps, on me demandait le taux de participation à la délégation. Parce qu'après quelques jours, il faut envoyer. Je voyais déjà d'autres lycées qui envoyaient le taux de participation des cours en ligne. Et moi, j'étais malade. Je ne peux pas vous mentir. Mais grâce à Toutri, ils se sont organisés avec ceux qui étaient là. Les cours ont démarré. Les révisions ont commencé. Et mais j'étais en train d'envoyer aussi le taux de et ailleurs, je constatais que c'était les proviseurs qui calculaient leur taux et ils les envoyaient. Mais je vous assure que c'est Toutri, l'opérateur Toutri, qui calculait automatiquement les taux de participation et les mettait dans mon portable, à mon tour, et les envoyait à la délégation. Et je vous assure qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Ça nous a permis premièrement, d'avancer en révision. Parce qu'on a révisé. Surtout pour ceux qui avaient déjà, à l'heure, là, il y a des enseignants. Par exemple, en GT, je me souviens bien, très bien, et en mise, ce sont des départements. Hein, ils avaient déjà fini le programme et grâce à Toutri, ils avaient continué avec des révisions. Ceux qui n'avaient pas encore fini des leçons avaient continué. Et les enfants étaient à la maison. Avec Toutri, on a évolué en leçons. Et il y en avait des exercices. Il y avait des enseignants qui laissaient des exercices et qui corrigeaient avec les enfants. Ce qui m'a beaucoup plus plu dans ce programme-là, on laissait les exercices. Et le professeur, un jour, me dit, mais madame, j'ai laissé un exercice. Et j'ai compris que les enfants avaient trop de problèmes. Et grâce à ce problème que j'ai examiné, j'ai réussi à refaire mon cours. Ça m'a beaucoup plu. J'avais regretté pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand tout était, j'avais pris les rênes du lycée, je ne comprenais pas. Je ne voyais pas l'importance d'avoir Toutri dans cette maison-là. Et si le ministre ne nous avait pas demandé de le faire avec fermeté, je n'allais pas appeler Toutri. Et si Toutri n'avait pas aussi été chez Liberman, qui en fait a des résultats, tout le monde le sait, je ne prenais pas toujours Toutri. Voilà. Et je vous assure que les enseignants qui ne savaient pas manipuler
l'outil, enfin L'outil le informatique, téléphone. oui. Oui, non, c'était les téléphones Android. Android, oui. Ça a pris du temps. Ils venaient, ils s'asseyaient dans la salle des profs pour le faire. Et je vous assure, on a évolué. Quand on a affronté les examens, le lycée technique de Douala Koumassi, qui en 2019, quand j'étais par là, était 458e à l'office du baccalauréat. En 2020, était 18e. Wow. 18e. Et je vous assure, ça devait être grâce. Parce que si les enfants étaient restés à la maison et ne révisaient pas, c'était grâce à Toutri. C'est Toutri qui nous a permis d'avoir ce rang-là. Je ne leur ai jamais dit ça, mais aujourd'hui, officiellement, je le fais. Et ces cours à distance aussi nous ont permis d'avoir permanemment la connexion Internet. Parce qu'il y avait, les profs sont venus me voir. Ils m'ont dit, madame, nous n'avons pas de primes pour la connexion. Et moi, j'ai vu ça en tant que maman. Une femme à la tête d'une institution comme celle-là, il fallait faire quelque chose. C'est comme ça. C'est à partir de ce jour, quand le prof m'a dit ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que pour faire ce cours, il fallait avoir la connexion Internet, comme a dit le professeur tout à l'heure. Il fallait avoir la connexion Internet. J'ai demandé à mon opérateur, parce que je travaille avec un opérateur en informatique qui gère le lycée, et il m'a donné des conseils que je loue aujourd'hui. Il m'a dit, on va mettre des Wi-Fi. C'est comme ça qu'on a on a 3 postes Wi-Fi, hein, et qu'on paye permanemment. Jusqu'aujourd'hui, vous allez au lycée, à n'importe quelle heure, c'est connecté. Comme là maintenant, depuis le matin, il y a le ministère qui opère en vacances utiles. Là. C'est connecté, nous sommes connectés 24/24 avec le ministère des enseignements secondaires qui, comme je vous ai dit, des vacances utiles, ils organisent des séances comme moi, hier, là, la semaine dernière, moi-même, j'ai regardé comment on fabriquait les colliers. Je suis allée m'asseoir pour regarder. Vous voyez un peu. Je suis aussi allée m'asseoir pour voir comment on range une salle de bain, comment on embellit la salle de bain. Je vous assure, j'ai triché. J'ai triché quelque chose que je n'avais pas fait. Et je suis allée faire ça dans ma salle de bain. Je ne peux pas vous mentir. Donc, la connexion est déjà permanente. La connexion Internet est permanente grâce à l'école à distance. Si le ministre n'avait pas fait ce qu'elle a fait, je crois qu'on allait dormir. Mais tout ça a été bénéfique pour les lycées techniques de Douala Koumassi. Voilà. Merci Madame Keng pour ce témoignage donc sur l'utilité et surtout l'utilisation des produits de Toutri au sein donc du lycée technique de Douala Koumassi. Vous l'aurez donc compris, vous qui nous écoutez derrière votre petit téléphone ou derrière votre ordinateur, Orange Cameroun met en avant ce service éducation qui est véritablement, je ne vais pas dire une problématique, mais un élément majeur dans le développement des jeunes, dans le développement de toute la nation camerounaise. Alors, il est important donc pour nous, Orange Cameroun, mais pour vous également de pouvoir développer ces services et ces solutions de e-éducation qui vont permettre effectivement donc d'interconnecter tous les acteurs de l'écosystème éducatif. Donc l'apprenant autour bien sûr de la personne centrale qui est l'apprenant. Je crois que c'est véritablement de lui qu'on parle cet après-midi. Donc c'est-à-dire les établissements, les parents, les différents partenaires, les enseignants également qui sont ces personnes-là qui sont véritablement au cœur également de l'apprentissage de l'élève ou de l'étudiant. Alors, en partenariat donc avec Toutri, Orange Cameroun vous propose à ses abonnés donc ces solutions de e-éducation au travers de l'univers multiservice My Life via My Orange.
Donc, il suffit d'aller sur votre Play Store, Google Store, je ne sais pas voir. Vous cliquez sur le Google Store, vous téléchargez l'application My Orange pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore téléchargée. Et vous avez la possibilité, donc, dans l'univers multiservice, de retrouver cette offre-là, My Training, dans My Life. Alors, il s'agit de 2 offres principalement. La première offre, Monsieur Yves Gio en a parlé tout à l'heure, il s'agit du suivi pédagogique. Le suivi pédagogique qui va être ici le suivi et l'orientation scolaire de votre enfant, véritablement pour ces parents-là qui n'ont pas forcément le temps de suivre, mais qui ont besoin d'avoir un œil sur l'éducation et comment est-ce que leurs enfants se comportent. Vous avez la possibilité, donc, vous, parents, de recevoir un rapport détaillé toutes les 2 semaines sur l'évolution de votre enfant à l'école. C'est véritablement quelque chose d'inédit, on va dire, dans le système dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Vous avez également cette deuxième offre qui est le coaching pédagogique. Le coaching pédagogique, c'est tout simplement votre répétiteur 2.0 qui va avoir donc ce suivi des cours personnalisés donc de votre enfant, bien sûr en fonction de son profil. Donc c'est à travers ce coaching pédagogique que vous aurez la possibilité, effectivement, comme l'a dit M. Gio, de pouvoir détecter quelles peuvent être les difficultés, les lacunes de votre enfant et pouvoir travailler à un accompagnement sur mesure correspondant à votre enfant et bien sûr un accompagnement qui va lui permettre et qui va vous permettre à vous parents d'avoir un meilleur encadrement et bien sûr forcément de meilleurs résultats scolaires et académiques pour tout le monde. Alors rendez-vous donc sur My Orange, à l'application My Orange, pour avoir donc les clés de votre réussite. Et bien sûr, ça se trouve dans l'univers My Life. Alors, nous allons passer à la séance donc, des questions, si vous le voulez, si vous me le permettez. Est-ce qu'on peut? Tout à fait. On va donner la parole donc à ceux qui nous suivent. Et je vais lire au fur et à mesure les questions. Et puis, nos intervenants pourront répondre en fonction de si vous vous sentez... voilà, l'envie de répondre ou d'avoir donc les éléments et les arguments. Alors, l'école virtuelle, c'est quoi? Première question. L'école virtuelle, c'est quoi? Ou c'est pour qui? Les enfants ou les adultes? Alors, merci. Je vais prendre en fait cette question. Alors, déjà, l'école virtuelle, c'est pour les deux. Si, par exemple, je prends une école de formation. Là, qui a effectivement pour vocation de pouvoir en fait ajouter une compétence en fait aux adultes, soit une formation en fait dans le cadre d'une entreprise, soit une formation effectivement donc de changement de parcours effectivement professionnel. Donc, on intervient aussi à ce niveau-là. De manière générale, que ce soit une formation ou l'école académique classique qu'on connaît, il s'agit d'éduquer. Il s'agit effectivement de transmettre des compétences. Donc forcément, que je sois donc à l'école classique, c'est-à-dire que apprenant, que je sois effectivement donc dans un processus adulte mais en formation de montée en compétences, je peux effectivement travailler avec la notion donc de l'école virtuelle. Alors, quand on dit l'école virtuelle, c'est une continuité de l'école physique. Il faut toujours le dire. Je pense que je ne vais jamais le répéter assez. C'est effectivement donc les deux et qui vient effectivement donc amener un avantage que l'école physique aujourd'hui n'a pas. Et j'en profiterai effectivement pour dire que, parlant d'école virtuelle, quelle est la particularité de Touterie dans ce sens-là? Toutes les écoles aujourd'hui ont ce qu'on appelle effectivement dans la notion de gestion administrative. C'est-à-dire qu'on conçoit son école et on cherche effectivement à bien la gérer. Sur le point de vue effectivement donc RH, paye, etc. Mais pourquoi on crée une école en réalité? C'est la question qu'il faut se poser. C'est pour la performance. C'est pour effectivement former des gens compétents. Et c'est pour ça qu'effectivement on intervient à ce niveau-là avec la gestion pédagogique. C'est aussi ça effectivement l'innovation. Donc, que ce soit effectivement donc l'apprenant dans son parcours académique normal, il peut travailler effectivement dans une approche d'école virtuelle. Et que je sois effectivement donc dans la vie professionnelle et que je veux faire une montée en compétences, je peux tout aussi effectivement travailler dans un centre de formation qui utilise l'école virtuelle. Voilà, donc avec ses avantages à ce moment-là. Merci pour cette réponse. Alors nous allons passer à la deuxième question de Lévi Zam qui dit: est-ce que le programme e-éducation est compatible avec les universités comme Yaoundé 1 et 2? En fait,
l'école virtuelle, ça concerne tout le monde. Hein. Ça concerne tout le monde. Et je pense que en fait, je vais parler de ce qui s'est passé à l'université de Douala en plein Covid. Nous avons été amenés à numériser des cours et à les rendre accessibles aux étudiants. Savoir que l'étudiant pouvait rester à la maison, aller dans la plateforme, télécharger des cours et les lire. Mais on est encore allé un peu plus loin. Même si ce n'était pas systématisé, on a pu faire maintenant de l'école à distance. C'est-à-dire que par visioconférence, il a été possible aux enseignants d'enseigner, de continuer à enseigner sans que les étudiants n'aient à se déplacer pour le campus. Donc, exactement comme on pourrait le faire au lycée. Donc, le numérique, ça concerne tous les niveaux d'enseignement, que ce soit l'université, l'école primaire ou l'école ou le collège. Sauf qu'à chaque fois, il faut pouvoir adapter le contenu et les processus pédagogiques à l'âge et aux besoins des apprenants. Ça vaut pour tout le monde, pour tout type de formation. Merci, professeur Fassé. Donc, la troisième question, l'e-éducation est-elle compatible avec le faible taux de pénétration de l'Internet dans notre pays? Peut-on parler de ce concept dans un pays où très peu ont accès aux TIC qui sont indispensables dans ce cas-là? Stéphane? Si vous me permettez. Allô. Bon, je vais répondre à ça parce que c'est une très très bonne question et effectivement ça vient répondre aux enjeux qu'un opérateur comme Orange est en train de travailler dessus. Donc en fait, la stratégie d'Orange aujourd'hui, c'est d'accompagner vraiment la digitalisation. Et moi, je suis très très fier de voir quand Madame le proviseur parlait tout à l'heure, de nous montrer un exemple vraiment concret ça c'est un cas d'école hein, qui nous permet vraiment de comprendre comment l'impact du digital. Avant le Covid, c'est clair que c'était très compliqué. Même les entreprises, hein, soyez vraiment rassurés, il n'y a pas que les écoles et autres. Même dans le domaine de l'industrie, il y a beaucoup d'entreprises qui ne partaient pas trop dans le digital. Et les entreprises qui ont pu survivre aujourd'hui, c'est ces entreprises-là vraiment qui ont bien embrassé ce tournant du digital dont le Covid est venu vraiment mettre en exergue. Donc, pour répondre clairement à la question, c'est de dire Orange aujourd'hui, vous l'avez vu hein, depuis déjà plusieurs années et plus spécifiquement depuis 1 an, nous essayons vraiment de pousser au maximum les offres auprès de nos clients, que ce soit les offres pour les jeunes, les jeunes dans l'univers Pulse. On essaie vraiment de donner des offres vraiment à nos clients, que ce soit pour les VIP ou même pour les entreprises, parce qu'on a toute une direction chez Orange qui travaille à accompagner les entreprises dans la transformation digitale. Donc, je pense que quand on parle de transformation, c'est quelque chose qui va doucement et qui nécessite tout un accompagnement global. Donc, nous, aujourd'hui, chez Orange, nous travaillons vraiment à accompagner nos clients à se digitaliser. On a parlé tout à l'heure de quelque chose, on est passé très rapidement dessus, de MyOrange. Beaucoup de personnes ne connaissent pas MyOrange. MyOrange, en fait, c'est une plateforme simple qu'on télécharge sur son téléphone. Elle est avec un accès gratuit. Donc, quand vous vous connectez sur MyOrange, vous n'avez pas besoin de data. Vous pouvez aller consulter votre compte, vous pouvez aller souscrire aux offres de tout tri, vous pouvez aller vous pouvez aller consulter vos consommations, vous pouvez souscrire à vos offres, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez justement sur cette plateforme qui est plus riche que l'USSD aujourd'hui. Mais beaucoup de clients ne la connaissent pas encore, cette plateforme, et il est vraiment très important de comprendre que les offres, par exemple, qu'on vous présente là, pour que vous ayez accès à ces offres-là, il faudra passer par MyOrange, qui est une plateforme vraiment simple à utiliser et qui est plus riche que l'USSD. Donc, Internet, pour nous, c'est vraiment important que tout le monde, tous les clients aient accès. Merci. Merci Stéphane. Alors, on a une question de Steve Camo.
Two-Tree se veut révolutionnaire pour l'éducation, si je comprends bien. Alors, normalement, effectivement, on pourrait dire effectivement de révolution, mais je pense que c'est un avis où je vais laisser clairement donc ceux qui vont l'utiliser et qui l'ont utilisé pour pouvoir en témoigner. Alors, donc, mais je pourrais quand même dire que en tant que parent, je vois effectivement donc une énorme plus-value et aussi par les retours effectivement d'expérience qu'on a eu, notamment par exemple à l'Université catholique en 2019, justement donc où on a fait effectivement un test de déploiement qui a été très bien accueilli aussi par les étudiants. Donc là, ça répond aussi en fait à la question de l'une des étudiantes qui parlait de est-ce que ça peut être utilisé aussi donc en enseignement supérieur. Je dirais même que c'est même l'un des meilleurs endroits. Je profite ici pour effectivement donner un clin d'œil parce que dans les amphis, majoritairement, il y a effectivement énormément d'élèves. Comment est-ce que dans une classe de 1000 ou 2000, l'enseignant peut vous aider au cas par cas? Déjà que dans une classe de 50 ou 40, c'est pas possible. De deux, l'objectif à l'intérieur, c'est aussi de venir donc apporter en fait une solution aussi à l'effectif pléthorique dont on souffre, et pas qu'au Cameroun, dans plusieurs pays. Donc, si à la fois on peut aujourd'hui amener donc un programme ou des programmes qui vont venir aider à la performance académique en termes de mesures de compétences et à la fois résoudre effectivement donc nos problèmes effectifs pléthoriques, accessibilité au contenu, vie éducative et en termes d'information, l'emploi, les stages. Je vais prendre ici un exemple. Quel est le problème majeur des apprenants par exemple au niveau supérieur? Trouver un stage, trouver un emploi à la fin. Connaître effectivement, vivre au quotidien avec des bonnes informations en temps et en instantané, alors donc pour pouvoir effectivement donc être épanoui. Alors, si je prends par exemple un stage qui est extrêmement difficile aujourd'hui dans notre environnement à trouver, alors pourquoi une entreprise en fait prendrait un étudiant? Soit il faut effectivement connaître des gens, ou simplement il n'a pas de données clair en réalité sur ton profil, en dehors de ton CV en réalité, où pour lui tu n'as pas encore effectivement donc de compétences proprement dites. Donc, et lui il a besoin de quelqu'un qui est plus ou moins opérationnel. Donc être étudiant effectivement dans Two-Tree pendant tout son parcours permet de construire aussi, et ça effectivement on l'a pas dit, son CV numérique. C'est-à-dire que quand vous allez aider votre camarade parce que vous avez compris une notion, vous allez effectivement gagner des points. Et ces points-là, en réalité, vont entrer dans des compétences bien précises. Je peux être fort en maths et je ne suis pas fort, effectivement, en SVT. Je prends un exemple. Mon camarade, effectivement, l'est. Il m'aide. Et là, du coup, quels sont les points? On gagne des points automatiquement en tant qu'apprenant parce qu'on a déjà travaillé en entraide, mais on est aussi en train de dire qu'on a des compétences dans ce segment bien précis. Alors, naturellement, une entreprise qui veut aujourd'hui recruter, par exemple, des élèves en marketing, des étudiants, elle va chercher effectivement donc pouvoir en réalité, c'est lui qui s'approche en réalité d'une meilleure maîtrise, non seulement en fait je dirais théorique de la partie en fait appris à l'école, ça va être effectivement un critère qui va compter pour pouvoir recruter. Vous voyez, donc là je me retrouve clairement en fait dans les ressources humaines, c'est-à-dire que prendre des compétences qui justement donc ont fait preuve. Ce n'est plus en fait seulement sur la base en fait des notes qui apparaissent effectivement d'une manière très sporadique. Vous voyez, là on est concret. C'est autant de choses. Donc, en termes de révolution, je pense qu'on y travaille. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on pourra parler de révolution lorsqu'on aura réussi comme ça à un déploiement, je dirais, dans toutes les couches sociales, donc avec tous les partenaires, parce que Two-Tree vient aujourd'hui apporter une solution à des programmes, certes innovants, avec effectivement réfléchi pour pouvoir répondre à nos problématiques en Afrique, d'accord? Mais je pense que tous les acteurs sont concernés. Les entreprises, l'État, les parents, tout ce monde-là en fait doit participer pour que on puisse effectivement parler de révolution. Tout à fait. Voilà. Je voudrais ajouter un mot par rapport à l'accessibilité, parce que Madame Keng a dit quelque chose de fondamental. Elle a dit en passant, elle a dit en tant que maman, mais en fait elle a dit comme ça, mais c'est très important. Quand bien même on aura démocratisé en termes de faciliter l'accès à Internet, il faudra bien que le responsable du structure éducatif priorise l'accès à Internet. Elle a bien dit, le ministre a décidé, le ministre a requis, mais n'a pas dit que le ministre est venu mettre l'Internet au lycée des techniques de Koumassi. C'est elle qui a pris cette initiative de mettre 3 postes. Elle aurait pu mettre un seul
pour le window dressing, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on vient, on dit, ah oui, Internet, au lycée technique, à côté de le bureau de madame le proviseur, ça fonctionne. Tout le monde vient s'accrocher là. Elle a mis 3 postes. Mais ça veut dire que quoi? À un moment donné, il faut bien que ceux qui décident prennent les bonnes décisions. Parce qu'on a une population quand même qui a un dynamisme hors pair en Afrique centrale. Parce qu'avec la Covid, on a bien vu des Bayam Salam utiliser des technologies pour vendre. On a vu des réunions du quartier se tenir sur WhatsApp, sur Zoom. Qui aurait pu imaginer cela? Donc, la population camerounaise a ceci de particulier qu'elle s'adapte très vite lorsqu'elle a compris l'enjeu. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la sensibilisation. Lorsqu'ils ont compris comment ça fonctionne et ce qu'ils gagnent, ils vont très vite et même très très vite. Donc, il va falloir beaucoup insister là-dessus, démocratiser. Il a bien dit tout à l'heure, les gens ne connaissent pas MyOrange. Ok, évidemment, ça veut dire qu'il faut faire connaître. Vous pouvez faire toute la solution la plus belle, mais tant qu'elle n'est pas connue, alors elle ne va pas être utilisée. Mais une fois qu'elle est connue et les Camerounais ont adopté, ça va très vite. Merci, professeur. Alors, on a une question de Martin Keigné. Tout-Tree faciliterait-il le modèle pédagogique de classe inversée? Eh bien, alors, donc, on a des intellectuels qui nous tout suivent. à fait, tout à fait. C'est une très bonne question parce que justement, donc, j'allais en parler. Et là, je m'adresse en fait justement à tous les chefs d'établissement. La classe inversée ou l'école inversée ou encore l'approche par compétence. Tout à fait. Alors, donc, c'est simple. Je vais en fait partir déjà d'une problématique. Donc ici, madame le proviseur, effectivement, a dû le connaître. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à finir le programme. Et je prendrai aussi une petite problématique, c'est-à-dire que le professeur effectivement a évoqué la motivation. Il faut motiver les apprenants. Alors, l'approche par compétence, effectivement, aborde ces deux problématiques. L'approche par compétence, c'est quoi? On veut que vous puissiez en fait déposer votre cours en avance, que les apprenants effectivement prennent connaissance de ces cours, du contenu, qu'ils puissent justement donc avant votre cours en présentiel, vous donner effectivement donc les points d'ombre, les points effectivement donc sur lesquels il y a des difficultés, et que en présentiel justement vous puissiez remédier et non plus utiliser effectivement donc les heures de cours qui ne sont pas déjà suffisantes pour un programme. Vous pouvez effectivement faire une dictée qui ne va pas toujours forcément trouver le bon profil d'apprentissage en face. Il s'agit donc automatiquement de les responsabiliser d'abord parce que voilà, on vous a mis le cours en avance. On va en classe, on va travailler effectivement en termes d'atelier de compréhension. On va essayer de mettre des cas pratiques par rapport aux notions pour que justement donc il y ait une meilleure compréhension des notions. Et à la fin, on va effectivement parler d'objectifs. Quel est l'objectif attendu après effectivement cette leçon? Alors, vous voyez clairement en réalité que pour ça, il faut des outils. Donc naturellement, Tout-Tree se retrouve donc là forcément à venir aussi aider les écoles à pouvoir appliquer l'approche par compétences. On peut déposer aujourd'hui, puisque dans toutes les salles de classe et au bout des doigts de toutes les applications, de tous les apprenants, il y a ce qu'on appelle une toolbox, c'est-à-dire qu'un drive intégré aux salles de classe qui est transversal. L'apprenant peut l'utiliser pour demander effectivement donc des cours entre camarades, parce qu'il était absent, le cas d'une université avec par exemple 2000 élèves. L'enseignant peut déposer effectivement dans des cours à tout moment sur tout type de format, donc en direction de ses élèves, avec effectivement donc organisé avec une notification. L'établissement peut effectivement donc déposer des cours à une salle de classe ou à toute l'école instantanément. Et je vais arriver un peu loin. Même le ministère, qui si aujourd'hui souhaite par exemple aider tous les élèves de 3e à avoir par exemple des cours des années antérieures, exercices et fascicules corrigés. En un clic, elle a envoyé à tous les élèves en fait de 3e du Cameroun, du moment où en fait ils sont connectés. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Donc, l'école inversée, oui. L'apprentissage, effectivement, donc inversé, oui. Et c'est effectivement donc un appel. Si tous les pédagogues aujourd'hui et tous les chefs d'établissement souhaitent justement donc appliquer l'approche par compétence, on peut les aider effectivement dans cette politique et continuellement les accompagner à ce que ce soit effectif. Et peut-être là, on verra aussi en fait une meilleure façon. Qu'est-ce que ça a donné l'approche par compétence? Est-ce qu'il y a donc évolution au niveau des performances? Vous voyez? Donc c'est tout ça. Merci Yves. La prochaine question, je vais la poser à Madame Keng. Alors, l'internaute se présente répétiteur pour collégiens et lycéens. Pour les parents auxquels j'ai eu affaire, pour eux, dès que le répétiteur est là, c'est lui
qui contrôle tout. Le parent se désintéresse de tout. Et lorsque le système sera digitalisé, il faut croire que les élèves seront lésés. Il faut absolument que ce soit volontaire et vraiment soumis à une préévaluation. Merci. Moi, je pense qu'il va falloir que les parents fassent aussi leur travail. Parce que généralement, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. C'est ce que nous avons constaté dans les institutions. Il va falloir que le parent essaye de suivre aussi son enfant. Parce qu'ils les ont abandonnés. Et c'est ce que nous faisons tout le temps quand on a rencontre avec eux. Si on essaye de travailler ensemble, vous comprenez un peu, ça va donner quelque chose. Mais le parent nous a abandonné les enfants. Les parents nous ont abandonné leurs enfants. C'est comme ça qu'ils abandonnent aussi leurs enfants aux répétiteurs. Et ce qui n'est pas normal. On ne peut pas abandonner un enfant à un répétiteur. Ce n'est pas normal. Même si on n'a pas le niveau, on doit au moins faire peur à ces répétiteurs-là. Lui faire croire qu'on a quand même des notions. Il faut faire peur, même si on n'a pas ce niveau. Lui dire que moi je sais, il faut que quand il fait sa répétition, qu'il y ait quelqu'un qui sente qu'il est, contrôlé. Qu'il est contrôlé. On a abandonné carrément les enfants. Donc merci Madame Keng pour ce cri aux parents qui nous suivent. Prenons la peine de suivre nos enfants. Toutri est là certainement, oui, comme partenaire sur les solutions e-éducation, mais ce n'est pas tout. Il y a une question de volonté. Je pense que le professeur Innocent Fassé n'a eu de cesse de le rappeler également. Il faut la contribution de tout le monde pour que ça fonctionne. Alors, Fernande Elougam Beng qui nous dit qu'il faut contextualiser cette approche éducationnelle. C'est bien beau d'avoir recours à la digitalisation de l'apprentissage, mais n'est-ce pas là un schéma stigmatisant pour l'élève qui ne dispose ni d'ordinateur, ni de smartphone, ni de connexion Internet? Quelle est la réponse concrète de Toutri et de son partenaire Orange face aux difficultés d'accès pour tous à l'éducation numérique? Alors, je vais répondre à cette question. Alors déjà, je vais parler de Toutri en fait pour bien expliquer. Déjà, elle a parfaitement raison parce qu'il faut, lorsqu'on crée effectivement donc un produit ou un programme, il faut que ce soit contextuel. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que on parle de programme. Jusqu'ici, vous m'avez pas vu en fait parler de plateforme. Avant, la plateforme n'est qu'un outil de communication sur tous ces programmes. Mais en réalité, avant d'arriver à la plateforme, qui est l'outil de communication, il faut d'abord effectivement être proche du parent, c'est-à-dire traditionnellement, mais sans oublier qu'il faut qu'il fasse aussi sa transition dans le numérique pour les facilités que ça apporte. Donc, déjà, pour bien comprendre, Toutri, c'est des programmes pédagogiques qu'on applique clairement, effectivement, donc, dans la vie commune normale, c'est-à-dire que traditionnellement, mais qu'on inclut le digital pour faciliter certaines informations et aussi pour faire gagner à l'enfant des compétences. Ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas totalement digital, c'est mixte et c'est progressif. Deuxième chose, on parlait d'accessibilité. Et là, je pense qu'au début de mon intervention, j'ai parlé de sociabilité, que ce soit en fait accessible à tout le monde. C'est un rêve et je pense que c'est une problématique qui n'est pas seulement requise au Cameroun. Alors, le parent qui aujourd'hui ne peut pas offrir une tablette à son enfant ou whatever, un ordinateur, c'est une question peut-être... alors, moi je dirais d'abord une chose, il peut effectivement avoir un problème de prix, de moyens. Alors, et c'est pour ça qu'effectivement, on a parlé aussi d'appeler les entreprises et la communauté. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui, par exemple, dans leur renouvellement de stock du device, pourraient les mettre à la disposition de la communauté éducative pour que chaque enfant ait, ne serait-ce qu'effectivement, un desktop à domicile. C'est des politiques qui marchent et qui sont effectivement donc encouragées.
C'est aussi effectivement donc l'occasion aussi pour demander aux partenaires Orange de penser effectivement donc dans ce sens-là. Ça pourrait déjà effectivement venir au dos le premier problème d'inégalité. Un ordinateur pour tous, dans toutes les maisons. Et ça, effectivement, aujourd'hui, un ordinateur coûte 40 000. C'est peut-être un peu cher aussi, puisque on connaît effectivement donc notre revenu. Mais ça peut se faire effectivement en transition de phase. Donc, il y a une possibilité. Maintenant, pour un smartphone ou une tablette, moi je dirais peut-être une tablette, ça dépend de l'âge de l'enfant. Je pense qu'il y a des propositions effectivement de smartphones aujourd'hui qui sont d'entrée de gamme, sur lesquels on a travaillé énormément pour que les applications puissent être accessibles, à partir de 8 000 en montant. D'accord ? Alors, il y a une volonté du parent aussi sur le bien fondé de ce que représente l'outil pour son enfant. Il y a effectivement des parents qui vont beaucoup travailler pour mettre des enfants dans des bonnes écoles, prétextant effectivement une bonne éducation. C'est un investissement. Alors, je pense que là, si on se met dans la peau d'un parent, est-ce que aujourd'hui l'apport que des programmes Toutri et de son partenaire pour mon enfant va lui permettre de se donner de meilleures chances en termes d'avenir et face à la mondialisation qui évolue, si cette question effectivement donc trouve réponse, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est pour ça qu'on les a créés, ces programmes, pour pouvoir en fait donner des meilleures chances à tous les enfants et à des coûts effectivement donc je pense qui sont minimum, qui sont accessibles. Et on se revendique toujours, ça c'est une chose très claire, on se revendique toujours effectivement Toutri pour être effectivement un programme de communauté, de toutes les communautés. Pas uniquement pour effectivement donc les personnes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande toujours à travailler avec les États, parce que on veut connecter tous les apprenants pour cette effectivement réforme. Donc c'est tout à fait possible. Mais maintenant, est-ce que c'est Toutri qui va pouvoir payer les smartphones ou les ordinateurs à la maison? Non. Mais on a apporté une solution qui demande à tout le monde de contribuer. Il pourra avoir des politiques en fait de leasing. Pour ça, il faut que ce soit possible. Oui. Effectivement, je vais aussi chuter dessus, Oui. en disant, je pense que chacun apporte sa pierre un peu à l'édifice. Aujourd'hui, la solution que Toutri apporte va effectivement venir accompagner la digitalisation. De notre côté, chez Orange, nous essayons de mettre en place on essaye de faciliter vraiment non seulement l'accès à Internet, mais aussi l'accès aux devices. Tout à fait. Là, par exemple, nous travaillons sur quelque chose qui va sortir, qui va faciliter aussi aux personnes d'acquérir des smartphones. Des smartphones première main, des smartphones, en achetant juste son forfait. C'est-à-dire, on achète le forfait pendant 1 ou 2 mois, et après, on a un téléphone. Donc là, nous sommes en train de le mettre en place. Donc en fait, c'est pour dire il y a beaucoup de solutions que nous sommes en train globalement d'apporter pour contribuer effectivement à cette digitalisation. J'ai parlé tout à l'heure des offres. J'ai parlé des offres très taillées pour des jeunes, pour des personnes qui ont plus voilà. Donc on essaye vraiment de personnaliser et d'accompagner nos clients dans cette digitalisation. Merci. Merci Stéphane. Notre webinaire est en train de tirer vers sa fin. Il nous reste à peu près 9 minutes encore. Donc je vais quand même prendre les 2 dernières questions. Pour les internautes, désolé si on n'a pas pu prendre votre question, mais le temps nous tient, comme on dit, au cou. Donc on trouvera tout à fait quand même le moyen de pouvoir vous répondre sur la plateforme avec les contributions de nos différents intervenants. Mais sinon, en 1 minute ou 2 minutes, professeur Fassé, comment transposer l'enseignant sur la plateforme virtuelle de manière à assurer un certain contrôle des apprenants? C'est une question de Lucrèce Franco. Oui, c'est une question très pertinente, mais celle-là, elle va dépendre de la technologie qui a été adoptée par l'institution université ou l'institution scolaire en question, parce que les plateformes digitales offrent des avantages différents. Elles sont conçues différemment. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, moi, je suis au Cameroun le promoteur, ou alors représentant d'un certain nombre de formations en ligne, des DBA, des MBA. Et je me suis amusé à demander à l'un des promoteurs, qui est européen, mais si vous mettez vos formations en ligne, par exemple, il y a des formations en ligne, et il y a quelqu'un qui fait faire ça par quelqu'un d'autre, par exemple,
Mais comment on va savoir? Et il m'a dit, attention, Innocent, on est en train de mettre en place une intelligence artificielle avec reconnaissance faciale qui va faire en sorte que si ce n'est pas le même étudiant qui est enregistré dans la plateforme qui vient s'asseoir pour faire le cours, on sait. Et de deux, il m'a dit, on va même plus loin. La solution est même telle que lorsque vous êtes en train de suivre le cours en ligne, l'intelligence artificielle détecte le moment où vous êtes distrait. Et elle va sélectionner des questions que c'est des questions qui portent sur le moment où vous avez été distrait. Donc, quand vous allez échouer au premier test, vous allez en tout de suite savoir où vous avez été distrait et vous allez aller vous repréparer pour passer au second test. Vous voyez, ça évolue énormément. Très souvent, on peut avoir des discours très, très péremptoires parce qu'on ne connaît pas. Il faut se renseigner pour savoir comment ça fonctionne. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes de contrôle. J'ai vu tout à l'heure, il y a juste quelques semaines à la télé, un reportage sur un cas en France d'une petite communauté où 2 enseignants se sont mis ensemble pour décider qu'ils vont faire en sorte que les parents suivent leurs enfants par rapport aux cours de mathématiques. Il y a eu une résistance, les gens disent oui, mais ils viennent nous donner du travail, on n'est pas là pour ça, l'école est là pour ça. Mais ils ont convaincu quelques parents à pouvoir que vous téléchargez juste la plateforme, l'application, vous pouvez suivre vos enfants. Dès que l'enfant entre en classe, vous savez qu'il entre en classe. Quand il en sort, vous savez qu'il est sorti. Et il ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Et ça a transformé les résultats. Ça a transformé les résultats, les parents et les enfants. Ils ont interrogé les journalistes qui ont fait le reportage, ont interrogé les élèves. Ils ont dit que maintenant on est coincé, on ne peut plus dire n'importe quoi aux parents parce qu'ils savent tout ce qui se passe et tout et tout. Vous voyez, c'est surtout les services offerts, le package auquel vous souscrivez en tant qu'institution scolaire ou étudiantine. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que ça permet un contrôle ou pas? Parce qu'il y a des solutions très 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 raffinées, très sophistiquées aujourd'hui disponibles sur le marché. Merci, professeur Fassé. Comme quoi, intelligence artificielle, c'est voilà, dans les nouveaux métiers, pratiquement, enfin, les nouveaux métiers, des métiers d'avenir dans lesquels on va investir et qui vont forcément, clairement bouleverser, on va dire, les façons de faire. Donc, on va prendre une dernière question. Je pense qu'elle est importante. Alors, il y a une question qui parlait du tutorat. Est-ce que le tutorat a sa place chez Tutree? Et quel est l'élément de motivation que Tutree utilise pour accroître les performances et limiter le taux de décrochage? Voilà, en 2 minutes, parce qu'il me reste 5 petites minutes. Alors, donc, est-ce que le tutorat a sa place? Oui, puisqu'en réalité, un coach est aussi en réalité un tuteur. Donc, sauf que la différence, c'est simplement qu'on va lui donner quelques compétences pour pouvoir en fait les transmettre à l'enfant, notamment cette partie digitale. Voilà, donc ça, c'est la première chose. D'accord? Maintenant, la deuxième question, qui cherchait à savoir que est-ce que donc c'était quoi encore? C'était quel est l'élément de motivation? Non, de motivation, voilà, la motivation. Pour limiter, accroître les performances et puis limiter le taux de décrochage scolaire. Alors, j'ai parlé tout à l'heure en fait de motivation dans l'entraide, créer déjà l'entraide dans la salle de classe. Donc chez Tutree, il y a effectivement donc une boutique à cadeaux qui permet justement donc les meilleurs, c'est-à-dire que ceux qui vont aider leurs camarades gagnent déjà des points. Effectivement, donc là tous les partenaires interviennent, ce qu'on appelle des points pédagogiques, qui vont booster déjà la facilité effectivement de s'entraider. Mais elle est aussi en fait au niveau d'une école compétitive, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une école, on peut effectivement créer une compétition de la meilleure classe qui a un meilleur taux d'activité, où il y a un meilleur taux d'entraide, où il y a un meilleur taux effectivement de partage de documents. À l'intérieur de Tutree, effectivement, c'est conçu. L'objectif, pourquoi? Ça permet déjà en fait de créer la solidarité à l'intérieur de l'école et pouvoir tirer ceux qui ont le plus de difficultés vers le haut, afin que la classe soit la meilleure de l'école, avec une attribution effectivement donc qui peut être gratifiante, effectivement, sur image à l'intérieur du réseau. Ça, c'est la première chose. Et c'est pareil aussi pour les enseignants. Parce que M. Fassé le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il faut être dans les deux. Il faut d'abord qu'il y ait une motivation aussi qui est extérieure, si justement donc et qui sont aussi propres à l'enseignant. Pareil, et d'ailleurs on l'a fait pendant le Covid. Les enseignants qui avaient déposé des cours constamment à destination des élèves, qui étaient interactifs, qui avaient essayé de répondre à les élèves, on les faisait gagner par exemple des crédits de communication. Vous voyez? Donc c'est pour dire que on ne peut pas effectivement penser à venir apporter un changement sans regarder les réalités. Donc on a travaillé, on a effectivement testé, on a adapté effectivement donc les programmes à notre environnement. Et c'est tant mieux que vous soyez là aujourd'hui. On espère donc avoir aussi donc c'est des partenaires qui viendront pour pouvoir enrichir ces boutiques à cadeaux, afin de toujours valoriser et de booster donc les salles de classe
et donc tirer l'ensemble des élèves en fait vers les compétences. Pareil pour les enseignants. Voilà. Merci Yves. Nous sommes donc à la fin de ce premier webinaire qui a été super intéressant, super instructif pour chacun d'entre nous concernant la communauté éducative, mais surtout les services e-éducation qui sont proposés donc sur notre page dans l'application My Orange, l'univers My Life, voilà, où vous avez donc la possibilité de retrouver donc ces services qui sont proposés par le partenaire Two3, le suivi pédagogique et le coaching pédagogique. Je ne saurais terminer sans remercier les différents partenaires ou les différents panélistes que nous avons eus cet après-midi pour échanger sur cette thématique-là. Merci Madame Keng, merci Stéphane, merci Yves Jiwo et puis merci au professeur Innocent Fassé. On vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires sur la thématique du multiservice et d'ici là, passez une excellente après-midi. Merci. Yo